OK. 23 janvier 2016. Le dernier vidéo que j'ai enregistré hier, je disais tout ce que je touche est affectif. Puis je suis revenu avec ça. En fait, je suis revenu, il y avait juste ça. Il y avait juste ça. Tout ce que je touche est affectif, tout ce que je touche est affectif, puis c'est effrayant. Et puis, je voulais faire une chose de même, je l'avais mentionné d'ailleurs dans une autre intervention avant. Je me souviens plus si c'était une vidéo ou un texte écrit que j'ai fait, mais j'ai mentionné ça. J'ai dit, j'aimerais ça arrêter de jaser, palpable, pogner un point particulier, puis creuser dedans. T'sais. Et puis, peut-être que mes souhaits se sont avérés comme un ordre au niveau du subconscient, je ne sais pas. Mais à un moment donné, ça m'a pété d'en face comme un spring. Et puis, quand ça m'est arrivé, ben, j'étais en train de pratiquer mon clavier. J'ai arrêté de pratiquer le clavier automatiquement tout de suite. J'ai cliqué, j'ai cliqué sur Logitech, puis j'ai commencé à parler tout de suite. Parce que je savais que j'avais quelque chose là, puis je voulais le sortir. J'ai dit, là, on n'attendra pas trop haut, on va y aller tout de suite, on va battre le fer durant qu'il est chaud. Puis j'ai sorti ça. Puis là, ça disait, tout ce que je touche est affectif, tout ce que je touche est affectif, ça n'a pas de bon sens. Mon clavier, mes pensées, mon cœur, mes émotions, la sensualité, tout est affectif. Puis bon, puis là, j'étais effrayant, puis je broyais. Puis là, puis je repensais à ça après, plus ce matin, ou whatever. Puis je disais, ouais, ouais, tout est affectif. Y a-t-il un problème à ça? Pourquoi qu'il y a un problème à ça, affectif? Tu sais, dans le fond, hein, tu penses à ça. Affectif. Moi, si je me pose la question, je me dis, j'aimerais bien mieux parler avec une personne affectueuse que de parler avec une personne qui est froide comme un bloc de glace. L'affection, moi, rien contre ça. Les émotions, la sensibilité, je vois pas ça comme un mal. Pourquoi est-ce que je pleurais, puis je pleurais, tu sais? Et puis, je pense que je sais pourquoi. Là, le problème, c'est de le verbaliser, mais je vais essayer. Puis si je ne réussis pas, ce ne sera pas grave. Ça va me revenir d'en face comme un spring, comme l'autre fois. Puis quand ça va me revenir d'en face, m'en profiter tout de suite pour l'enregistrer, pour ne pas le battre. Mais on va essayer, là. Première tentative. Okay? Tout ce que je touche est affection. Pas seulement que je l'ai dit. Tout ce que je touche est affectif. C'est ça, comme ça. Moi, je pense. J'aime pas ça m'entendre dire, je pense, là, parce que je pense pas mal, puis pas mal trop. Mais en tout cas, commencez pas à me critiquer.
on va prendre les mots avec un grain de sel. On va essayer d'aller à l'essence. Le sentiment que j'ai par rapport à ça, c'est que je manque c'est comme je suis en manque de tout ce qui est affectif. Il y a un trou, il y a comme un trou qui a été créé, qui est arrivé dans ma structure psycho-émotive, émotionnelle. Tu sais, dans mon psycho-émotionnel, il y a un trou qui est arrivé. Il s'est fait un trou. Il s'est fait vite. Je ne sais pas quel âge j'avais, j'étais très jeune. J'étais très jeune. Et je me suis senti comme rejeté, pas désiré, ignoré. Et puis les crises que je faisais quand je me jetais sur le dos à terre, puis je tapais des pattes, puis je broyais, puis tu sais, les tantrums que je faisais, c'était ça. C'était relié à ça. C'est une crise que je faisais. Je criais au secours. C'est comme je criais à ma mère, occupe-toi de moi. Occupe-toi de moi. Tu comprends? Dis-moi que tu m'aimes. Touche-moi. Bon, c'est bien. Mais j'avais beau crier, cogner à terre, n'importe quoi. Elle me disait, arrête ça. Tu sais, elle était, mettons, comme j'étais dans la cuisine, j'étais à peu près à 10-15 pieds d'elle. Elle était à côté du lavabo. Elle restait en avant du lavabo, elle se déplaçait pas, elle disait, arrête ça! Puis elle continuait à ses affaires. Arrête ça! Elle continuait à ses affaires. Arrête ça. T'es bien mieux d'arrêter ça parce que tu vas crever, mon tabarnak. Tu compris? T'es bien mieux d'arrêter parce que tu vas crever, mon tabarnak. Tu vas crever, tu vas t'épuiser, si je vais te laisser crever. C'est ça, là. Tu sais, je le dramatise, là. Mais c'est ma réalité, puis c'est une vérité. C'est ma vérité, en tout cas. Je dis tout ce qui est affectif. Non, tout ce que je touche, ben c'est ça. Là, il y a la mère, Ray Hazan. C'est la psychanalyste, une française. Elle a dit, à faire rapprochement entre le surdoué puis la mère, l'attachement à la mère. Parce qu'il y a un côté affectif qui est très développé, qui est plus développé chez la plupart des gens, qui est plus développé que chez la plupart des gens, chez la personne surdouée. Puis l'affectif, c'est la mère. Tu sais, là, on revient à les gars comme Freud, puis comment il s'appelle? Jung. Carl Jung. En tout cas, il y en a plusieurs qui ont fouillé là-dedans, puis
il y a, il y a une relation particulière avec la mer en ce qui concerne les personnes surdouées. Plus souvent qu'autrement, c'est un conflit. Parce que la mère n'accepte pas de se faire prendre en otage. La mère se sent prise en otage, en quelque part, d'une certaine façon. Parce que moi, mes racines, mes assises, ils sont basés sur la mer. La terre-mère, la mer, M-E-R, l'essence de la vie, la Vierge noire. Tu sais, je veux dire, il faut aller là, dans toutes les dimensions de ça, là, la question mère. Tu sais. Parce que la personne surdouée a un esprit assez introspectif puis profond. Puis ça, bon, là, je ne vais pas commencer à faire toute l'analyse du surdoué, là. Ça va faire, là. Alors, je suis tanné de me voir la face dans le noir. Je n'ai pas de lumière. Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas embarquer l'analyse en profondeur de la surdouance, tout ça, mais en tout cas, je veux juste dire, la mère, surdouée, conflit, un problème. Là. Puis moi, je dis au secours parce que j'ai besoin de la mère. J'ai besoin de ma mère. J'ai besoin de ma mère, Pauline. J'ai besoin de ma mère, la terre. J'ai besoin, tu sais. Alors, je me retourne vers des sources d'information, des sources de vie, des sources d'énergie, le support. Ce que j'ai besoin, moi, là, je cherche autour, je dis, regarde, on va aller voir dans le garde-manger, j'ai besoin du griot. Il n'y en a pas. Ben, c'est-à-dire, il y en a, mais il est sous cadenas. C'est juste les initiés qui ont droit au griot. Moi, je n'ai pas droit au griot. J'ai pas droit au griot parce que, bon, non, je suis encore en train de faire l'analyse. Je vais sortir de l'analyse du surdoué. Voilà. OK. J'ai dit qu'il y avait un trou qui a été créé dans l'enfance. Je le maintiens. Un trou au niveau de l'affection. Un trou au niveau de l'affection, oui, at large. L'affection, les caresses, de la compréhension, l'acceptation, tu sais, bon, tout ça. On peut mettre englobé, là. C'est ça. Il y a un trou, là. Puis moi, j'ai toujours crié au secours. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça a été orienté vers un cri au secours. J'ai fait des bons coups, j'ai fait des mauvais coups, j'ai fait toutes sortes de choses. Il y a des choses que, il y a des choses que j'ai faites que je considère, moi je suis porté à me blâmer, c'est une horreur, comment est-ce que faire quelque chose de mal, puis on va me blâmer. Mais d'abord, on ne devrait jamais se blâmer, mais ça non plus, je ne veux pas embarquer là-dedans parce que je vais dérailler dans d'autres choses. Mais le blâme, là, tabarnak, là, ça, c'est bon pour les schtroumpfs, c'est pas bon, là. Mais en tout cas, tout ce que j'ai fait, c'est un cri au secours. Alors, je peux partir au début. Du tout début.
j'agissais pour être aimé. Vu que je suis très sensible et intelligente, je savais pas mal ce qu'il fallait que je fasse pour être apprécié des gens en général. Ma mère, ça, c'est une autre chose. J'aurais rien pu faire pour que ma mère s'approche de moi. Mais les autres, tu sais, les autres, le monde en général, je savais quoi faire. Alors, je me suis empêché d'être moi-même. Je jouais de la flûte à bec quand j'étais jeune. J'aimais ça, la musique. Vraiment, personne ne m'a dit que je jouais bien, que j'avais du talent ou quoi que ce soit. Bon. J'ai lu un paquet de livres sur la psychologie puis la philosophie. Je pouvais en parler avec personne. Qui dans mon entourage avait jamais entendu le nom de Schopenhauer. Il n'avait jamais entendu prononcer le nom d'Emmanuel Kant, de Spinoza. Je veux dire, c'est sûr que je passais pour un fou. Hein? D'ailleurs, mon père me l'avait dit une fois, il dit, quand on est un petit chien, il dit, on va jouer avec les petits chiens dehors. Il dit, on n'agit pas comme les grands chiens. Bon, tu sais, je veux dire, le message, ça voulait dire, va jouer dehors, puis reste pas assis dans la maison, à lire des livres, à pratiquer une flûte, à pratiquer un piano. Tu sais, moi, j'étais, bon, il sort dehors, puis il va jouer. Tiens. m'a dit que le programme à la télévision, prends un jouet. Eh oui, prends un jouet. Prends un jouet. J'en ai pris des jouets. J'en ai pris quelques-uns. Je les ai pris comme ça dans mes mains, puis je les ai analysés, je les ai regardés comme il faut. Je les ai défaits. J'ai vu comment c'était fait. Je les ai déconstruits, je les ai reconstruits. Puis là, je connaissais les jouets, comment c'était fait. Je le remettais là. Puis il n'y avait plus d'intérêt. Il n'y a plus d'intérêt. Il y a un jouet qui m'intéressait, c'est une bicyclette. Mon père, à un moment donné, il s'était acheté une bicyclette pour aller travailler, puis à un moment donné, il a arrêté de travailler parce qu'il n'aimait pas ça travailler, il a arrêté. Il a l'autre, ça, c'est pas bon. Il est fou à travailler. Il a arrêté de travailler, puis il s'est assis, puis il a commencé à boire. Ben, il a empiré, disons. Du rye, du scotch. Un bon verre de scotch, un bon verre de rye. Fait que la bicyclette est restée en arrière. Moi, j'ai sauté sa bicyclette. Et puis ça, ben, ça c'est quelque chose, oui. Oui. Parce que je m'éloignais de la maison, je pouvais aller dans le bois, je pouvais aller partout. J'allais en bas, on appelait ça en bas du Cap. C'est la place où ce qui est voyons, c'était un lieu de pèlerinage, là. Tabarnak, la tête me joue des tours. La basilique Notre-Dame-du-Cap. Mais ça, c'est grand, là, le terrain, c'est un grand terrain. Ça. Il y a beaucoup des arbres matures, puis de la pelouse, puis il y a une ambiance calme là-dedans, puis tout ça. Puis c'est sur le bord du fleuve, juste sur le bord du fleuve. Alors, tu sais, je pouvais me promener en bicyclette tranquillement là-dedans.
Et puis, je pouvais aller masser sur le bord du fleuve et regarder couler l'eau. Ça, j'aimais ça. Souvent, je faisais ça. Mais là, je suis en train de dérailler. Là. Bon. Pour être aimé, j'ai fait plein d'affaires. Mais tout ce que je touchais, il y avait une connotation, une connotation sensuelle. À la limite, je dirais sexuelle. Mais, tu sais, je prends, puis ça, mon frère André me l'a fait remarquer. Oui, si je prends quelque chose dans mes mains, ça, c'est du papier de toilette. C'est du papier de toilette. J'aime pas ce papier de toilette-là parce qu'il déchire trop facilement. Je vous exempte la suite. Hein, Jenny? Ça fait que je l'utilise pour autre chose. Je l'utilise pour essuyer mes lunettes. Je l'utilise pour, tu sais, bon. C'est un papier qui est très imbibant. Fait que c'est pratique pour des affaires. Je peux nettoyer mon écran d'ordi aussi. L'écran de mon ordi avec ça. Ça nettoie bien. Pour ça. Mais quand je prends le papier dans mes doigts, je sens la texture douce, un petit peu feutrée. Tu sais, la couleur blanc. Le blanc, il y a quelque chose de sensuel pour moi là-dedans. Pourquoi? God knows. Je sais pas pourquoi. Mais il y a quelque chose de sensuel là-dedans. Le blanc. C'est... Mais tout, tu sais, je prends ça, là, je suis pris ça. Mais tout, tu sais, je joue mon clavier, il y a le toucher, il y a les sons, il y a... Les sons vibrent aussi. Ça vibre dans le corps, ben, on entend, on sent. Puis le piano, ça me ramène des mémoires. Parce que ma mère jouait du piano. Ma mère jouait du piano. Elle jouait. Je pense que je peux me permettre de dire qu'elle va bien. Elle joue assez bien. Ouais. Tu sais, c'était pas une pianiste de concert, c'est bien sûr. Mais elle jouait une grosse partie de l'œuvre de Chopin. Puis je peux me permettre de dire que la musique de Chopin n'est pas facile à jouer au piano. Moi, je le sais parce que je pianote moi-même, puis je sais un petit peu de quoi je parle quand je parle. Tu sais, je le vois. J'ai les partitions devant mes yeux, puis je suis capable de voir ce qui se passe. Là. L'étude révolutionnaire, Chopin, là. Tu joues pas ça avec les deux doigts dans le nez, là. Ma mère le jouait. Puis avec du feu dans le cul. Elle était capable de jouer du piano. Bon, ça, c'est une chose. Mais aussi, à propos de ma mère qui jouait du piano, c'est que souvent, le soir, elle venait nous coucher. Tu sais, les enfants, c'est toujours pareil. Le soir, on ne veut pas aller se coucher, on veut rester debout, on veut... Bon. Souvent, les enfants, on veut rester debout parce qu'on a une inquiétude, on vit de l'inquiétude. On veut voir ce qui se passe dans la maison, on veut entendre ce qui se dit, on ne veut pas être abandonné. Quand tu as un sentiment de calme intérieur, de certitude,
que ta mère est à côté de toi, il n'y a pas de danger, ça n'en ira pas. Je pense, ça c'est moi là, qui joue au psychologue, là. Je pense pas me tromper. L'enfant est sécure. Il va se coucher, il fait un beau dodo. Mais quand tu vas te coucher et tu sais pas ce qui va t'arriver, comme c'est arrivé la fois qu'on est allé se coucher, c'était l'hiver, il faisait froid il faisait froid pour faire péter les clous après la maison, hostie. Mes parents sont partis pour aller se saouler la gueule, puis le feu a pris dans la cheminée. Puis les pompiers sont rentrés. Ils ont défoncé la porte. Ils ont arrosé, puis ils sont repartis. On est resté là tout seul, tous les quatre. Comme ça. Là, on aurait pu crever. Fait que c'est sûr qu'on est inquiète. Puisque ce que je raconte là, je trouve que c'est pertinent parce que ça se rajoute encore au fait que moi, tout c'est affectif, c'est ça. Le besoin de me sentir sécure, de me sentir aimé, de me sentir désiré. Tu ne sens pas désiré quand tes parents calissent le camp, le feu pogne dans la maison. Si c'est un accident, même si tu es un enfant, tu vas le comprendre. Mais quand c'est une négligence crasse, tu le comprends, ça aussi. Tu le comprends, ça aussi. Ma mère, elle disait, je reviens, là, ma mère, elle disait, bon, ben, les enfants, venez prendre, venez vous coucher, là, puis je vais vous jouer de la musique, là. Je vais vous jouer de la musique. Puis, ça vient juste de me sauter à l'esprit, tout d'un coup, là. Je pense pas que ma mère disait, je me souviens pas que ma mère disait, maman va vous jouer de la musique. Elle disait, je vais vous jouer de la musique. Je pense que ça veut dire de quoi, ça aussi. Venez vous coucher, là, puis je vais vous jouer de la musique. Je vois des parents qui disent, viens là, puis maman va te donner ça. Ben là, c'est pas maman va te donner ça. Je vais te donner ça. C'est subtil. Un enfant, c'est subtil. Je vais vous donner ça. Moi, je vais vous jouer du piano. On allait se coucher. Puis elle nous jouait de la musique de Chopin pour nous endormir. Elle jouait elle jouait pas l'étude révolutionnaire, là, pour nous endormir. Elle jouait des nocturnes. Quelques mazurkas. Des mazurkas. Fait que, on a été bercés, en tout cas moi j'ai été bercé avec ça. Tu jettes des graines du long du chemin, il y a des endroits où ça pousse, des endroits où ça pousse pas. Moi j'ai 3 frères. Et puis, ils ne se sont pas précipités pour apprendre le piano ou pour apprendre à jouer d'un instrument, tu sais. Puis ils ont entendu la musique pareil comme moi. Mais il faut dire que l'histoire intra-utérine de mes frères n'est pas la même que la mienne. L'histoire, je dirais, pas prénatale, préconceptuelle. Tu sais. Ces enfants-là sont venus au monde parce que mon père ne pouvait pas s'empêcher de fourrer sa femme sans protection. C'est ça, parce qu'il n'en voulait pas d'enfants, c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse quand tu fous, il vient des enfants au monde, puis t'es obligé de t'arranger avec? Fait que c'est ça. Mais moi, la première partie, c'est la même. Quand tu fous, un enfant qui arrive. C'est ça. Sauf que
quand mes frères sont arrivés, le parent était marié. Tu sais, le père et la mère étaient mariés, puis ils sont venus au monde normalement parce que le père a fourré sa femme normalement, puis les enfants sont venus au monde normalement. Bon. Tandis que moi, le gars, il a fourré la fille, il n'était pas marié. Je ne veux pas discourir sur la question que c'est pas correct ou c'est correct de fourrer une fille quand tu n'es pas marié. C'est pas ça l'histoire, là. Mais l'histoire, c'est que tu es inconséquent dans ta tête. T'en veux pas d'enfant. T'en veux pas d'enfant. Mais tu vas fourrer une fille dans le temps qu'il faut pas parce qu'elle est dans sa période où elle est fertile. Puis tu vas fourrer là, sans protection. Puis là, elle part enceinte, puis là, il y a un enfant qui s'en vient, puis là, ils disent, oh, puis là, on craque des moyens, on va faire avorter, nanana. Puis c'est pour ça que je parle de ma vie intra-utérine. Parce que l'enfant qui est là, il a toute connaissance de ça. Il entend. L'enfant, là, le fœtus, en tout cas, pas en personne, tu voudras. Quand le fœtus arrive à un certain âge, je ne sais pas, moi, c'est 3, 4, 5, 6, 7 mois, tu sais, en termes de mois. Mais à un moment donné, là, il arrive à un moment donné, là, tu peux pas rien cacher. Alors, ça provoque ce trou-là que je parle depuis le début de mon discours. Tu arrives au monde, puis en arrivant au monde, tout de suite, tu t'accroches après les parents. Parce que tu sais qu'ils ont voulu te débarrasser de toi. Tu sais qu'ils ont voulu t'avorter, là. Tu le sais, là. Mais là, t'es là. Fait que là, tu t'accroches tout de suite, tu sais. Tu veux pas qu'ils te calissent dans les vidanges, là. Hein? Mais ils te font... Tu sais, moi, ils m'ont fait garder par mes grands-parents. Tu sais, par les parents de mon père. Eux autres, j'ai passé le plus clair de mon enfance chez mes grands-parents paternels. Mon père et ma mère, je les ai vus pas très, très souvent. Jusqu'à l'âge de, je sais plus. J'ai commencé à l'école à l'âge de 6 ans. Là, je les voyais. Là, je restais avec mes parents à ce moment-là. Mais c'est là que je faisais des tantrums, puis ça, puis ma mère ne s'occupait pas de moi. En tout cas, mais là, je veux pas, parce que là, ça va tomber dans le jérémiade, là, puis on m'a dit comme m'a dit comme l'autre, on enchaîne. Bon. Alors là, OK. 6 ans, 12 ans, je pourrais pas aller plus loin qu'un certain âge. Là, j'arrive là à la puberté, là, puis là, je suis affamé, mais affamé. Affamé d'affection, puis affamé de connaissance. Tu sais, je lis des choses, je m'informe, je veux savoir, je veux connaître, tu sais, j'écoute parler les grands, puis c'est quoi, tu sais. Puis parallèlement à ça, j'essaye de faire en sorte qu'on va me dire, mon maladie, t'es belle, t'es fine, t'es capable. Tu sais. Mais on n'aurait pas pu dire ça. Dans ce temps-là, si on m'avait adressé la parole, il aurait fallu qu'on dise t'es beau, t'es fin, t'es capable, parce que j'étais pas transsexué encore à ce moment-là. Mais je ne pouvais pas être beau, être fin, être capable. Alors, bon. Mais là, le restant de ma vie, puis c'est là-dessus que j'accroche, parce que c'est ça que je voulais dire au tout début de ce discours-là, puis je reviens encore à ça, puis c'est là-dessus que j'accroche. C'est que j'ai voulu toujours
être aimé. J'ai toujours essayé de faire des choses pour forcer les gens à m'aimer. Tu sais, regarde, j'ai fait ça, je suis smart. Hein, je pourrais même être manipulatrice, tu sais, d'une façon, être manipulatrice pour te forcer à m'aimer. Tu sais, manipuler pour te forcer à me dire que je t'aime. Ah. Des fois, on va dire à quelqu'un je t'aime, puis on ne le pense pas. Mais on se sent comme obligé de le dire parce que c'est quasiment. Il faut le dire, tu sais. Ah, regarde, tu peux pas dire à ton enfant je t'aime pas. Ah, faut que tu aimes ton enfant. Tu peux pas aimer ton enfant. Fait que si tu manipules tes parents, c'est bien, ils vont te dire qu'ils t'aiment. C'est ça que tu veux entendre. Puis tu le sais que tu les as manipulés inconsciemment. On ne fait pas ça consciemment, mais inconsciemment. Tu le sais que tu les as manipulés, puis tu le sais quand tu as répondu par rapport à ça. Puis tu n'es pas sûr pantoute quand tu l'aurais dit si tu ne l'avais pas manipulé. Ah ah! Comprends? Fait que là, au lieu de guérir tes plaies, ça les garde ouvertes, ça les remplit. Hein? Alors, moi, tout ce que j'ai vécu dans ma vie a été affectif. Puis, je sais pas si je devrais dire sexualisé ou sensualisé ou les deux. Là, j'ai de la misère. Je sais pas. Il y en a qui disent, moi, j'avais lu le livre là, Adolescent Maturity, il disait là-dedans que le monde, tout le monde est inconsciemment, les pensées les plus abstraites sont sexualisées, sont érotisées. C'est l'expression qu'il prenait dans le livre. Érotisées. Oui. Les pensées les plus. Mais c'est possible. Je suis pas assez calé là-dedans. Si j'avais fait des études, ça m'aurait aidé beaucoup. Mais moi, je me fie beaucoup aussi à ma propre expérience. Alors, en faisant des études, ça m'a amené à comprendre un paquet de choses. Puis ensuite, je serais venu vérifier sur le terrain. J'aurais commencé par vérifier sur moi-même. Après ça, face à des on a dit des clients, mais en tout cas, des consultantes, des personnes consultantes, j'aurais vérifié si c'est vrai. Tu communiques avec quelqu'un puis tu vérifies ce que tes assumptions, tu dis si tu vrai, Puis là, tu en rencontres 5, 10, puis ça prouve à chaque fois. Tu dis, Chris, c'est vrai. Mais je ne suis pas rendu là. Mais je me méfie que ça soit vrai. Je me méfie. Parce qu'il y a quelque chose dans le monde qui revient à ça. S'il y a une base, là. J'ai l'impression, moi, il me semble, il y a une base, là, qui va. Tu recherches une réponse à une question, quoi que ce soit. Moi, j'écoute de la musique, puis j'écoute, il y a des sons, tu sais, puis da 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 di di da da da, puis ça va loin. Ça va loin. C'est quoi? C'est quoi qu'est-ce que c'est qu'il y a de beau là-dedans, de touchant? C'est quoi qui touche dans ça? C'est quoi qui. Tu sais. Puis ça, par rapport à ça, je vais juste faire une petite
une petite aparté, là. Parce que je ne peux pas m'en empêcher. Je ne voulais pas, mais je ne peux pas résister à la tentation. C'est au sujet de l'intelligence. Je trouve que l'être humain est un calice d'imbéciles. Puis l'être humain, il prononce des bêtises. Puis après coup, il essaie de trouver tous les arguments possibles pour prouver qu'il était correct, qu'il avait raison, que c'était bon. L'intelligence, c'est quoi ça? Là, on dit, ah, lui est intelligent. Ouais? Pourquoi tu dis ça, qu'il est intelligent? C'est quoi tu te bases pour dire que cette personne n'est intelligent? Parce que il y en avait un à l'école où j'enseignais. Là. Il a fait le cube Rubik, là. Ah, pas sûr que ça lui a pris 10 minutes. Peut-être 5 minutes, pas long. Peut-être 10 minutes. Mettons 10 minutes. Clic, 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 clic. Les 6 faces du bloc sont faites. T'es intelligent? Tu es intelligent? Es-tu intelligent? Parce qu'il a monté le bloc Rubik. Moi, je commence à en avoir plein de casse de ces calices d'affaires-là. Il y avait un gars qui venait au magasin parce que mon frère travaillait. Puis, les gars, ils parlaient comme ça, puis il avait pas l'air brillant, bing. Puis, il s'en venait à faire un tour au magasin avec son petit bicycle. Et attardé. Mais il venait toujours faire son tour vers 5h30. C'est à cette heure-là que qui fermait le magasin. Fait que lui, il savait. Il fermait le magasin. Les gars, ils disaient, ouais, on ferme le magasin, t'as là. Puis, à un moment donné, là, il faisait la caisse. Si tu fais la caisse, quand tu fermes le magasin, tu fais la caisse. Fait que là, il additionne les transactions, tu sais, tant de piastres, plus tant de piastres. Puis lui, il regarde faire, puis il dit, pourquoi vous faites ça? C'est quoi? Ben, il a dit, on calcule, on a dit. Ah ouais? Ben oui, mais vous vous donnez de la misère pour rien, là. Il a pris la feuille. Puis il a dit, garde l'addition, c'est ça. Tac, 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 tac. 6328 et 25 cents. Là, ils ont dit, non, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai, là. C'est un fou. Pas vrai, là. C'était vrai. Vrai, là. Fait que là, le soir, là, ben là, ils ont arrêté là, de le traiter comme de la merde parce qu'il leur rendait service. C'est pour ça qu'ils ont arrêté de le traiter comme de la merde, pas pour d'autres raisons, parce qu'il leur rendait service. Le supposé tarlat et pas imbécile, là, il venait faire un tour au magasin, chaque heure et demie, je suis avocat. Puis là, il dit, hey, Timoron, c'est le temps de calculer, là. Timoron, il dit, oh, voyez, on va calculer, moi, là. Puis il arrivait, puis il regardait tous les rubans de caisse, là. Puis il dit, regarde, c'était 21, c'était 49, 20, 127, puis il arrive au fond. Puis, planquant la réponse direct au bout. T'as même pas besoin de vérifier, c'est ça. Bon. C'est-tu un gars intelligent? Est-ce que je suis intelligent? Si oui, pourquoi? Sur quoi est-ce qu'on se base pour dire que je suis intelligent? Sur quoi est-ce qu'on se base pour dire que le gars au bord est un fou? Regarde.
Moi, je n'ai pas les réponses à tout, là. Parce que c'est immense. La vie, c'est immense. Moi, ça m'a toujours fasciné, puis ça me fascine encore. On vit sur une petite planète, c'est gros, c'est plus petit qu'un grain de sable. Quand tu regardes les photos de Hubble, t'avoues pas la Terre. Elle t'avoue même pas. C'est petit. Puis imagine-toi, on parle de la Terre, là. Fait que nous autres, ici, qu'on est des microbes là-dessus. Des microbes. Mais un de ces petits microbes-là, là, il se lève, puis il marche, là, sur la planète, là, puis il est petit, puis il regarde. Puis il vit des choses dans son cœur. Puis là, je pense que le mot-clé est là. Dans son cœur. Il vit des choses dans son cœur. Puis, il ne peut pas dire, il ne peut pas expliquer. Il a l'impression d'être ignorant. Ignorant comme une motte. Mais en quelque part, il sait tout. Son cœur sait tout. Mais c'est pas là. C'est comme... C'est dur à expliquer. Mais... moi, ça m'agace. Puis quand je pense à un moment donné que je suis surdoué, parce que moi, j'ai jamais pensé à ça, j'ai jamais pensé à ça de ma vie, mais c'est Marina qui m'est arrivé avec ça à un moment donné, ben, elle dit, t'es surdoué. Moi, je suis surdoué, youhou! Bon, je veux dire, regarde, mais j'ai confiance en Marina, je sais que c'est pas une crise de folle, tu sais. Fait que, je veux dire, elle a pris ça quelque part, là, puis, ça vaut la peine d'être vérifié. Si c'est Marina qui me l'a dit, je sais que c'est pas une folle. Puis quand je dis c'est pas une folle, vois-tu, ça c'est encore un exemple, ça, pertinent. Je dis c'est pas une folle. Ça veut rien dire. C'est pas une folle. Elle est folle, elle est pas folle, elle est intelligente. Ça veut dire quoi, ça? Je parle de rien, là. J'emploie un vocabulaire que j'ai appris au fil des années à travers le monde qui m'entoure. J'ai entendu les autres autour qui disaient elle est folle, puis elle est pas folle. Puis moi, j'ai pris les mêmes paroles, je les ai mis dans la bouche, puis j'ai répété. Alors là, j'arrive, puis je dis ben Marina, c'est pas une folle. Mais ça veut rien dire, ce que je dis là. Ça veut absolument rien dire. Il n'y a rien de méchant, ni de bon, ni rien. Ça veut rien dire. Je dis blablabla. Là, je viens de faire blablabla. Bon, en tout cas, passons. Je voulais juste le noter à moi-même. Marina, elle a une grande sensibilité et une profondeur d'âme que j'ai sentie il y a longtemps. Alors, quand Marina arrive et qu'elle me dit « T'es une personne surdouée », oh, là, raccroche. Là, raccroche. Je dis « Ouais. Oh, vraiment? » Ben, attends un peu. Puis là, je vais voir des articles comme on proposé, des choses, tu sais, des vidéos. Puis je me reconnais dans ça. Tu sais, on dit, regarde, surdoué, il est comme ci, il est comme ça, il agit de même, il pense comme ça. Ah oui. Je me reconnais. Ben, je dis, merde, elle a raison. Je suis surdoué? Eh bien, je l'ai surdoué, mais ça va pas. Ben, bravo. Puis quoi? Est-ce que ça devrait me faciliter la vie, ça, ou me la compliquer, ou que...
Dans le fin fond, c'est comme dirait Leonard Jacobson, tu sais. Jacobson, lui, il dit, tu peux tout prendre. Tu peux, comment il dit ça? Tu peux faire n'importe quoi, tu peux t'amuser, tu sais, tu peux aller pisser contre un arbre sur le bord de la rue, puis c'est bien correct, puis si tu trouves ça le fun, c'est merveilleux, bien content pour toi. Mais prends-toi pas au sérieux, parce que tes problèmes commencent là. Puis la vie, c'est Hollywood. Hollywood. C'est une pièce de théâtre. Puis tout le monde joue un rôle en quelque part quelconque, puis on se prend pour toutes sortes d'affaires. Puis alors moi, je suis surdoué. Ah bon. Je veux pas enlever, comment je dirais bien, surdoué. Je veux pas dire c'est pas vrai. Je veux pas dire, parce que je vois bien. Faut voir, il faut regarder, tu vois. Il y a quelque chose là, on n'a pas le choix. Mais moi, une fois que je vais en venir, puis c'est pour ça d'ailleurs que je parlais de le système planétaire, puis l'univers, puis je pense que l'intelligence, c'est beaucoup, beaucoup plus vaste, plus subtil qu'on veut bien le laisser croire. C'est l'argent qui mène le monde, la cupidité. On recherche le pouvoir. À ce moment-là, on a intérêt à faire passer certaines personnes pour très intelligentes et d'autres personnes comme pas intelligentes du tout. Parce qu'il y a de l'argent au bout. C'est qui a mis au point les tests d'intelligence aux États-Unis, à New York? Je ne me souviens plus en quelle année, je l'ai lu en quelque part. Il y avait des immigrants qui arrivaient. Il y a beaucoup d'immigrants qui sont allés en Amérique. Il y a des immigrants qui arrivaient là. Puis l'establishment, ceux qui étaient là, ils ne voulaient pas voir arriver des immigrants au bord qui viendraient leur remonter. Fait qu'il lui faisait passer un test d'intelligence, puis il disait, celui-là, il n'est pas intelligent. Puis là, il l'envoyait dans une école pour l'abrutir. Puis c'est ce qu'on fait avec tous les enfants depuis. Tous les enfants. Je ne recommencerai pas ça parce que je suis parti dans une harangue. Des choses, moi, qu'on m'a forcé d'apprendre par cœur à l'école. Hey! Le catéchisme, il répond qu'est-ce que le mariage, qu'est-ce que le péché mortel et qu'est-ce que le péché véniel? Il fallait apprendre toutes ces affaires-là. Il fallait apprendre qu'il y avait des bons Indiens et des méchants Indiens. Parce que les bons étaient du côté des Français, puis les méchants étaient du côté des Anglais. Et ils nous apprenaient ça, nous autres, des enfants. Les enfants. Bon, OK, je me calme. Fait que, tu sais, là, non. Là, je suis en train de dérailler, c'est sûr, parce que j'ai côté émotif là-dedans. Tu sais, non. Mais l'intelligence, c'est ça, là. Moi, je veux pas dire, c'est ça. Je peux pas le dire, je sais pas. Mais mon senti, puis ça, je me fie beaucoup à mon senti, que l'intelligence est située au niveau du cœur. La vie
Là, je parle des êtres humains. Des animaux soi-disant pas intelligents, comme des chiens. Des chevaux, c'est pas intelligent, ça. L'homme est intelligent. Il s'entretue, il fait des guerres, et puis il abattit ses propres enfants, puis il frappe ses enfants avec une courroie en cuir. Ah, lui, il est intelligent. Les chiens, ils sont pas intelligents. Hein? Ouais. Je suis encore en train de dérailler. Non, mais c'est parce que ça, c'est émotif pour moi, ça, c'est tabarnak, ça va être émotif pour moi, ça. En tout cas, l'intelligence, je le sens au niveau du cœur. Puis tout ce qui a un cœur a l'intelligence. Alors l'homme a un cœur, l'arbre a un cœur. Les chiens, les chats, ils ont tout un cœur. Il y a des cœurs d'artichaut. Très bon. Ils ont fait des expériences. Ils ont connecté un détecteur de mensonges sur une plante avec des choses électroniques. Toc, toc, toc. Une grosse plante qu'il y avait dans le coin de la pièce. Ils ont connecté. Et puis, parce que il y a eu un crime qui s'est commis dans la pièce. On ne pouvait pas savoir c'est qui avait commis le crime. Mais on savait qui, les personnes qui étaient présentes dans la pièce. Alors, les scientifiques sont arrivés, parce que les scientifiques, quand il s'agit de jouer d'un chiffre, des affaires-là, là, ils sont pas pires. Faut pas que tu les amènes dans le cœur, ils sont perdus. Mais dans les chiffres, ils sont pas pires. Ça fait que là, ils ont dit, OK, on va savoir c'est qui le coupable, personne ne bouge. Fait que là, l'arbre, lui, la plante, c'était une grosse plante. Il l'a vu, c'est qui? Il l'a senti, c'est qui? Fait que là, ils prennent les petites patentes avec les pinces, puis je ne sais plus trop comment la patente, ils ont connecté les pinces sur les personnes, puis l'arbre, en tout cas, whatever. Je me souviens plus. Et puis quand c'est arrivé sur la personne qui a commis une crime, il y a un écran comme un écran d'ordinateur. Le graphique a grimpé. Ils ont dit, c'est toi. T'as rien à dire pour ta défense. L'arbre t'a vu. Puis c'était vraiment lui. On se pense bien trop fin. Beaucoup trop. Je déraille, mais je ne veux pas me blâmer. Je ne veux pas me blâmer, ça c'est l'histoire de ma vie. Ça. Oui, si je suis parti à dire qu'il y a un trou, puis que toute ma vie j'ai recherché de l'affection, sous n'importe quelle forme. Une petite caresse dans le cou. Hein? Une petite caresse dans le cou. Un petit baiser sur une joue. Une main, là. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de nature érotique, sexuelle. Mais c'est intéressant aussi, ça. Je dis érotique, sexuel. Moi, la sexualité, j'ai toujours eu comme une sorte de quelque chose de un point noir par rapport à ça. Tu sais, j'ai toujours eu de la misère avec ça. Parce que la sexualité, on se sert de la sexualité pour faire vendre de l'alcool, des carottes, des automobiles, des pneus d'automobile, n'importe quoi, de la sexualité. Ça, l'être humain est tout considéré comme des bêtes, pas intelligents, bon, on les manipule par le cul. Puis, yes. De la misère avec ça, moi. D'ailleurs, j'ai jamais été capable de, comment je dirais,
J'ai jamais eu une vie sexuelle équilibrée. Puis j'aurais pas pu. Avec l'état d'esprit que j'ai, j'aurais pas pu. Tu sais, c'est ça. Pour moi, la sexualité, c'est de l'amour qui s'exprime jusque dans ses racines, qui émane de partout, qui éjacule, qui, tu sais. Un homme et une femme vont se serrer les bras, puis ils vont s'aimer. Et tu décides pas, tu dis pas « je vais t'aimer ». C'est pas ça. Là. Ça existe ou ça n'existe pas. Fait que si les deux personnes s'aiment, là, ils disent pas on peut dire je t'aime, ah oui, ça fait du bien de le dire, mais t'auras pas besoin de le dire. Parce qu'on le sait pareil. Tu le sais. Bon. Fait que les deux personnes se rejoignent, se serrent ensemble, puis il y a une fusion qui se fait à un moment donné, une fusion au niveau du cœur, au niveau de tout, tu sais. Et puis au niveau du corps physique. Alors, à ce moment-là, il y a comme une interpénétration. Puis ce qui vient là, dans un puis dans l'autre, c'est un cadeau du ciel. Mais là, je parle de moi. Là, là je suis tenté à commencer à pointer du doigt des... Non. Jenny, femme ta gueule, je t'ai plus rien à dire. Ça fait que, ça fait un bout de temps que je parle, j'arrête. J'espère que j'ai dit quelque chose. J'espère. Je vais les réécouter. Les choses que j'enregistre, je les réécoute. J'espère que j'ai dit quelque chose, que j'ai exprimé quelque chose qui va m'aider, moi, à grandir, à me libérer des choses qui sont, tu sais, qui me font souffrir. Mais j'espère. Mais dans ma vie, tout est affectif. Oui, tout est affectif. Puis pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu sais? Il y a un gars à côté, lui, il pourra dire, moi, dans ma vie, tout est monnayable. Tout revient à l'argent. Tout est calcul. Tout est pouvoir. Pourra. Hein? Il y en a des gens comme ça. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Je vais écouter ça. Je vais réécouter ça. J'espère que je vais grandir là-dedans.